Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour la deuxième vidéo pour l'update de mes lectures du mois d'avril. Donc mes lectures d'avril ont d'abord commencé par les girofliers de Zanzibar. Donc dans cette histoire, on se situe à Zanzibar en Tanzanie, à la veille de la révolution de janvier 1964 sur une plantation. On va suivre l'esclave Kijakazi qui en fait est né d'une famille d'esclaves sur le domaine du seigneur Malik puis de son fils Fouad. Et en même temps, on va suivre à Zanzibar les activités révolutionnaires qui se mettent petit à petit en place pour renverser le régime du sultan et instaurer une république populaire. C'est une lecture que j'ai bien aimée puisqu'il y a un bon rythme, on s'embête pas avec des détails superflus, l'histoire avance plutôt rapidement. L'aspect politique n'est pas quelque chose d'omniprésent, le conflit est assez simple à comprendre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, à Zanzibar, il y avait toujours des esclaves sur des plantations. On avait ce qu'on appelle des planteurs, c'était ceux qui possédaient en fait les terres, et des gens qu'on appelait ouvriers ou paysans qui travaillaient sur ces terres. Malgré ce terme d'ouvrier et de paysan, c'était tout simplement des esclaves. On pouvait les virer du jour au lendemain du domaine où ils travaillaient, ils n'avaient plus rien, ils avaient du mal à trouver un travail, c'était très compliqué. Donc on va suivre Kijakazi qui est une esclave, qui est née directement sur cette plantation, qui a toujours connu ce statut-là, qui ne trouve pas de problème finalement à travailler, à se tuer à la tâche pour quelqu'un qui a très peu de considération pour elle, et de l'autre un ouvrier qui va profiter que le seigneur Fouad quitte la plantation pour aller vendre ses clous de girofle à Zanzibar pour lui aussi se rendre dans cette ville et suivre les activités révolutionnaires et ensuite faire un compte rendu aux autres ouvriers de la plantation et petit à petit un mouvement va se mettre en marche, que ce soit dans cette plantation-là ou dans les autres plantations. Janvier 64, c'est au moment où cette révolution va avoir lieu. On en a un peu l'histoire et ensuite suivre comment cette république populaire se met en place. C'est un livre que j'ai bien aimé, je connaissais absolument pas cette histoire-là. J'avoue que même sur Zanzibar, je connaissais pas grand-chose dessus. Donc c'est plutôt un bon rythme, pas vraiment de détails superflus, facile à comprendre. L'esclave Kijakazi et on se prend beaucoup de sympathie pour elle puisque en fait on a envie de l'aider, on se rend bien compte qu'elle n'ouvre pas les yeux sur sa situation et on a envie de l'aider à se sortir de cet enfer qu'elle vit d'esclave. Donc c'était plutôt intéressant à lire. Ce qui est super intéressant avec cette édition là, c'est qu'ils font des marges assez grosses pour les pouces pour pouvoir lire simplement. C'est un petit détail mais qui fait vraiment toute la différence. Donc je vous le recommande si vous êtes intéressé par un récit sur Zanzibar, sur la Tanzanie, c'était intéressant à lire. Ensuite j'ai lu un classique, mais c'est vrai que je l'ai en grand format depuis très longtemps et je me suis dit, vu que je suis à la maison, c'est plus intéressant de lire en grand format, puisque d'habitude je prends plutôt des livres de poche pour pouvoir les emmener avec moi dans mon sac à main. Ça c'est clairement des livres que j'aurais jamais pu emmener, donc je me dis profites-en pour vraiment lire tranquillement des grands formats. Et donc j'ai relu Alice au Pays des Merveilles dans cette magnifique édition en toute objectivité, illustrée par Benjamin Lacombe. Donc Alice au Pays des Merveilles, si vous l'avez jamais lu en livre, l'adaptation Disney en animé est assez proche. Je vais vous parler ensuite, en parlant de Alice de l'autre côté du miroir, un peu des différences qu'on voit par rapport à l'adaptation, mais c'est vraiment une adaptation assez fidèle. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là, puisqu'en fait, dans cette édition-là, Benjamin Lacombe, il va adapter en fait la taille de la police par rapport à ce qui se passe. Il y a des pages qui se déplient en fonction de ce qui se passe dans l'histoire. C'est vraiment assez ludique de lire dans cette édition-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour Alice, si vous l'avez jamais lu, je vous conseille bien évidemment, c'est un classique. Mais c'est vrai que Alice, comme un enfant, pose sans cesse des questions. Et parfois on a juste envie de lui dire tais-toi, elle dit juste tais-toi. Et donc elle est un peu agaçante dans ce livre-là, mais c'est une histoire que j'aime beaucoup, c'est vraiment des personnages que j'ai aimé retrouver. Donc une bonne relecture et vraiment très agréable dans cette édition-là. Donc ensuite, j'ai lu ce qu'on peut considérer comme une suite puisqu'on est toujours avec Alice, c'est Alice de l'autre côté du miroir, bien entendu dans la même édition.
Si vous avez vu l'adaptation Disney qui est sortie il y a quelques années d'Alice de l'autre côté du miroir, oubliez complètement cette histoire, elle n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, je suis contente de lire le livre qu'après, puisque j'aurais été énormément déçue de savoir qu'il y avait Alice de l'autre côté du miroir qui allait sortir et me rendre compte que l'histoire est complètement autre. Donc là, on est sur totalement autre chose. Donc pour Alice de l'autre côté du miroir, Alice elle a 7 ans et demi à ce moment-là. Et en fait, elle ne retourne pas du tout dans le pays des merveilles. Elle va découvrir là le monde de l'autre côté du miroir. Ce livre-là est différent de Alice au pays des merveilles, puisqu'en fait, ce récit est comme une partie d'échec. Chaque moment de cette histoire est comme un coup d'échec jusqu'à ce que Alice devienne reine. Donc il est expliqué au début du livre. On a en fait la liste des pions, comment les pions sont placés, donc tout est expliqué. Par rapport à l'adaptation du dessin animé, si vous l'avez bien en tête, en fait, il y a des personnages qu'on retrouve dans ce monde-là que Disney a choisi de mettre au Pays des Merveilles, mais en fait, ils sont dans deux mondes différents. Vous avez par exemple en fait la rencontre avec les fleurs. En fait, ces fleurs-là appartiennent à ce monde-là et pas du tout au Pays des Merveilles. Même que Tweedledee et Tweedledum appartiennent de l'autre côté du miroir. Je sais pas si vous vous rappelez, cette histoire m'avait assez horrifiée dans l'animé du morse et du charpentier qui finissent par dévorer les huîtres. Cette histoire est assez horrible. Donc en fait, Tweedledee et Tweedledum la racontent à Alice dans ce tome-là. Et de même, vous rencontrez l'œuf Humpty Dumpty. Et c'est lui en fait qui parle de ce que nous on a entendu dans Disney le non-anniversaire, mais qui est ici le en-anniversaire, c'est-à-dire tous les jours de l'année qui ne sont pas votre anniversaire. Donc on voit en fait que l'adaptation cinématographique a un peu pioché à droite à gauche, mais ces deux livres sont différents. Ici on a effectivement une reine rouge et une reine blanche, puisque nous sommes dans une partie d'échecs, mais la reine rouge n'a rien à voir avec celle du Pays des Merveilles. C'est encore plus loufoque, on joue encore plus avec la logique. Elle rencontre des personnages farfelus, mais c'est quand même intéressant. C'est un livre qui parfois prend du temps parce qu'étant donné que les discours sont un peu absurdes, on a l'impression que c'est un non-sens total du début à la fin, mais on a l'impression que c'est un non-sens, mais il y a une logique puisque derrière elle arrive à avancer et devenir reine. C'est intéressant. Je pense que c'est utile des fois après de lire une analyse parce qu'on se dit la première fois qu'on l'a lu, je pense que j'ai loupé la moitié de ce que j'ai lu. Mais intéressant à lire, je connaissais pas du tout l'histoire, donc une bonne découverte. Ensuite, j'ai lu pareil un autre livre qui je pense est dans ma pile à lire depuis au moins 7 ans. Et voilà, comme quoi des livres, il faut les garder, puis on finira bien un jour par les lire. Donc j'ai lu Belle Époque. Alors quand j'ai vu la couverture, je me suis dit pourquoi j'ai acheté ce livre-là. Clairement, typiquement la couverture là, c'est pas que ça m'aurait donné envie. Quand j'ai lu derrière du livre, j'ai compris, puisqu'en fait, on me dit un roman librement inspiré d'une nouvelle d'Émile Zola. Je me suis dit, ah ok, donc j'ai compris, c'est pour ça que je l'ai lu. Donc en fait, Émile Zola a écrit une nouvelle qui est peu connue, qui s'appelle Les Repoussoirs. D'ailleurs, ce qui est très bien, c'est que dans cette édition, en fait, ils ont inclus la nouvelle d'Émile Zola à la fin du livre, ce qui est vraiment super. Et donc cet auteur s'est inspiré du thème qui est abordé dans cette nouvelle pour écrire un livre. Donc on se situe en 1889, à la veille de l'exposition universelle. À ce moment-là, la tour Eiffel a seulement 2 étages, il me semble. Donc le personnage principal, c'est Maude Pichon. Ça s'invente pas. En fait, elle est bretonne, elle a 16 ans, elle a perdu sa maman il y a déjà quelques années, et son père l'a enlevée de l'école pour qu'elle l'aide à l'épicerie, et elle a entendu des rumeurs comme quoi il voulait la marier au boucher. Elle vit une vie qui pour elle n'est pas du tout la sienne, elle prend ses clics et ses claques l'argent qu'il y a dans la caisse et elle va en direction de Paris. Donc elle arrive là-bas, une bretonne à Paris, 16 ans au 19e siècle, c'est pas évident. Elle fait des petits boulots à droite à gauche, mais c'est pas ça qui paye son loyer et sa vie à Paris. Puis un jour en fait elle trouve une annonce. Et l'annonce dit « On demande des jeunes femmes pour faire un ouvrage facile, bienséance respectée, présentez-vous en personne à l'agence Durando, 27 avenue de l'Opéra, Paris. » Donc bien entendu, elle se rend à cette agence en se disant que c'est toujours un moyen de trouver un travail qui la paiera peut-être un peu plus. Sauf qu'arrivée à l'agence, après l'entretien avec le gérant, elle va se rendre compte malheureusement que cette agence n'est pas du tout celle qu'elle pensait. Et que si elle a été recrutée, c'est pas forcément pour ses qualités, au contraire. Cette agence-là propose en fait aux clientes, puisque ces clients sont des clientes, qui sont assez fortunées, de louer ces jeunes filles pour les mettre en valeur, comme on achèterait un bijou à sac à main, etc.
comment mettre en valeur quelqu'un en louant une autre personne, cette personne est supposée être laide. Donc cette agence recrute des filles qu'ils estiment laides, les propose à des comtesses, des duchesses, etc. pour qu'elles puissent se pavaner dans les soirées mondaines et par principe de comparaison, si vous baladez avec quelqu'un ce que les gens pensent plus laide que vous aurez l'air encore plus belle. Ce système est à vomir, on est bien d'accord. Et donc c'est comme ça que commence cette histoire. Donc Maud est assez choquée puisque vous pouvez bien comprendre quand vous vous rendez compte qu'on vous a embauché parce que vous êtes moche, c'est quand même difficile à vivre. Donc elle part en courant de l'agence, pour elle c'est hors de question de travailler là-bas, elle préfère galérer tous les jours plutôt que de travailler en sachant ça. Et puis ça devient vraiment compliqué financièrement et c'est à reculons qu'elle retourne dans cette agence puisqu'il s'avère qu'une comtesse est très intéressée par Maud puisque cette comtesse en fait a sa fille du même âge, de 16 ans, qui va commencer les soirées mondaines, donc on va introduire dans cette société et donc sa mère espère secrètement que sa fille va se marier cette même année-là et que du coup cette première année à rentrer dans cette société soit vraiment pleine de succès. Et étant donné qu'elle ne veut qu'elle, on accepte qu'elle revienne à l'agence et elle part au service de cette comtesse. Donc voilà un peu l'histoire. C'est un livre, pas jeunesse, je dirais ado, young adulte, parce qu'en fait on est du point de vue de Maud, donc c'est comme si vous étiez tout le temps dans la tête de cette adolescente de 16 ans, donc on n'est pas sur un roman adulte, on est plutôt sur un roman adolescent. C'est assez divertissant, c'est un sujet intéressant, c'est quelque chose où on se posait la question, mon Dieu, est-ce que si aujourd'hui ça existait, est-ce qu'il y aurait vraiment des clients qui seraient capables de payer pour ça, et surtout des femmes qui se laisseraient avoir par ce système horrible. Ce qui m'a un peu déçue, c'est que pour moi le sujet est un peu trop lisse, un peu trop traité en surface. Peut-être parce que voilà, moi je me suis dit, ok, librement inspiré de Zola, donc on va vraiment rentrer dans le sujet et montrer la laideur de ce système. C'est un peu trop lisse, que quand même on est sur des énormes inégalités sociales. On est sur une fille qui est toute seule à 16 ans à Paris, qui se fait complètement avoir par cette agence. C'était un peu trop simple pour moi, mais le sujet était intéressant. Donc si vraiment vous avez envie de replonger dans cette ambiance-là, dans cette époque-là, et découvrir en fait ce système horrible qui sont se faire valoir, je vous le conseille, c'est plutôt intéressant, mais encore une fois on est plutôt sur du adolescent. Ensuite, j'ai lu un policier qui s'appelle Morte la Bête, et donc là les deux auteurs sont danois. J'avais l'habitude de plutôt lire des auteurs suédois, donc là c'était une découverte pour moi. Alors, au niveau du meurtre, puisqu'on est d'accord que ça commence toujours comme ça, on va retrouver 5 hommes pendus dans un gymnase, complètement nus. Ils ont été castrés à la tronçonneuse, leurs mains ont été sectionnées et leur visage est entièrement tailladé pour qu'on ne reconnaisse pas les victimes. Je vous ai jamais promis que ça allait être fun. Donc voilà comment commence cette histoire. On va suivre du coup la police de la section criminelle sur ce meurtre-là. Et donc en parallèle, on va suivre à Copenhague et plus généralement au Danemark des espèces d'actions, des mouvements qui se mettent en place contre la pédophilie, des gens qui réclament une justice plus lourde pour les pédophiles, qu'on enlève certaines conditions comme la prescription, des choses comme ça. Donc on a en fait ces mouvements-là de manière publique qui se passent et cette affaire qui commence en fait à s'ébruiter de l'autre côté. C'est tout ce que je vous dirais sur l'histoire, puisqu'un policier, le moins on en sait, le mieux c'est. En revanche, je dois vous prévenir, ce livre parle de pédophilie. Donc si c'est un sujet que vous ne pouvez ou ne voulez pas lire, ne lisez pas ce livre. Il y a juste une scène qui est très courte, même pas 3 lignes, très peu de détails, juste le début, mais on comprend de quoi elle en retourne. Donc il y a vraiment des scènes qui arrivent et qui peuvent être difficiles vraiment à lire. J'ai été un peu décontenancée quand j'ai lu ce policier, parce que pour moi un policier, il faut qu'il y ait du rythme, qu'il y ait des indices, surtout le long de l'enquête, et surtout une révélation à la fin. Vous n'aurez pas ça dans ce policier, puisqu'en fait dès le début, on vous dit qui et pourquoi. Du coup, c'est assez perturbant. Et arrivé à un quart, un tiers du livre, je me suis demandé s'il y avait une raison à continuer ce livre.
Alors c'est pas parce que la police découvre vite qui et pourquoi, c'est juste qu'en fait vous avez des chapitres où vous suivez la police et d'autres chapitres où vous suivez qui. Du coup vous comprenez pourquoi. Le comment arrive un peu au fil du temps et vous avez vraiment l'entièreté du comment à la fin, mais c'est pas une révélation dingue, donc c'est un peu perturbant. Et je me suis dit, je vais continuer parce que peut-être que finalement on me fait croire que je sais qui et pourquoi, et qu'il y aura une super révélation à la fin et que je vais me rendre compte qu'on m'a baladé tout le long du livre et qu'en fait c'est pas ça. En fait, en continuant le livre, en me forçant un peu, j'ai compris qu'il y avait une toute autre problématique qui est, pour moi, la légitimité à rendre justice soi-même. Et en fait, tout le long du livre, on va vous mettre dans une position un peu délicate, à savoir dans quel camp vous êtes. Puisque quand on lit un policier, on part du principe, ok, il y a un meurtre, la personne doit être retrouvée, c'est ignoble, personne ne mérite ça, etc. Et quand vous avez la raison, et que cette raison vous fait changer d'avis, c'est perturbant. C'est plutôt ça en fait que veut montrer ce livre, et c'est pour ça que si vous attendez un policier assez conventionnel, vous pouvez abandonner ce livre, vous dire qu'est-ce que c'est que ça sert à rien que je continue. Mais du coup, si c'est cette problématique-là que vous voulez voir, je vous le conseille. Puisque vraiment, il y a des moments où je me suis dit, ouais, mais bon, il le mérite. Après, mais non, mais pas du tout. Personne ne mérite de mourir comme ça. Et du coup, c'est ça en fait sur lequel on va jouer avec le lecteur. Et du coup, c'est perturbant et ça vous fait réfléchir. Concernant les personnages, là pour le coup, aucun des personnages on s'y attache ou quoi que ce soit. C'est pas qu'ils sont pas sympathiques, je veux dire, c'est pas que la police, on est complètement détaché d'eux, mais c'est que vraiment, il n'y a pas de personnage où vous avez envie de les retrouver, etc. Alors j'ai lu qu'apparemment c'est le premier tome d'une suite de policiers, on va tout le temps suivre la même équipe de la police. Moi personnellement, j'ai pas envie de continuer, c'est un one shot me suffit. J'ai trouvé que c'est juste ça qui manquait, c'est qu'aucun personnage n'est attachant, n'a pas spécialement envie de suivre leur vie, de continuer l'histoire, donc ça c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de personnages, et étant donné que c'est des prénoms danois, je vous conseille de noter à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui arrive qui il est, puisque c'est un peu difficile, d'autant plus que les auteurs ils nous aident pas du tout. Par exemple, il y a 2 journalistes, une qui s'appelle Annie, l'autre Anita. Alors merci la confusion, c'était vraiment impossible au départ, j'ai dû me faire des moyens pour me dire ok, donc elle c'est celle qui se comporte comme ça, donc c'est compliqué. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints qu'il y a trop de personnages et que c'était compliqué à suivre, donc au final il n'y en a pas énormément que ça, c'est facile à retenir, mais étant donné que c'est des prénoms danois, ça peut être un peu plus compliqué. Donc pour résumer, c'est pas un policier conventionnel, c'est plutôt en fait une problématique qui est soulevée. Le rythme est pas comme un policier ou un thriller qu'on peut avoir, il n'y a pas de grosses révélations. Si vous préférez vraiment rythme, indice, révélation, du coup n'allez pas vers ce livre. Et comme je le répète, c'est un thème quand même assez compliqué, un sujet assez lourd. Donc si vous n'aimez pas ce genre de thème, ou si pour vous c'est beaucoup trop dur, ne lisez pas ce livre. Donc pour finir, là il me fallait un truc léger, il me fallait un truc drôle. Et donc, j'ai lu Feu l'Indien de Madame. J'aurais préféré le titre anglais, puisque c'est L'arme secrète de Mrs. Sherwood, traduit bien évidemment, que là, Feu l'Indien de Madame, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Donc, on est typiquement dans un roman anglais, comme on aime. Donc on suit Madame Sherwood, qui a 54 ans, qui vit à Londres. On est pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944. Et donc cette fameuse madame se retrouve à l'arrêt de bus et se rend compte qu'à côté d'elle, il y a un Indien qui est juste debout à côté d'elle. Et cet Indien est seulement vêtu d'un espèce de tissu qui lui sert de caleçon. Elle est extrêmement gênée d'être à côté d'un Indien qu'elle qualifie carrément de nu. Elle sait pas trop comment se comporter, ça la gêne énormément. Et puis en fait elle va se rendre compte qu'elle est la seule à le voir. Et ils vont commencer à se parler, donc bien évidemment les gens la prennent un peu pour une folle. Et en fait, il s'avère que cet Indien a 300 ans, enfin il est mort il y a 300 ans, il avait débarqué à Londres en même temps que Pocahontas qui avait été présente au roi. Donc vous sentez déjà le niveau du livre, et il avait beaucoup aimé Londres, il est décédé là-bas et puis il a décidé de rester en fantôme dans cette ville qu'il aime beaucoup. Il s'avère que Madame Sherwood est la seule à le voir,
Ils vont énormément sympathiser puisque lui est très cultivé parce que pendant ces années il a pu étudier énormément de sujets. Et elle qui se sentait un peu seule, du coup ça lui fait de la bonne compagnie. Elle a une fille, mais c'est le genre de fille qui veut tout contrôler, qui organise tout, qui laisse aucune place à l'improvisation. Et donc cette fille lui rend visite et en fait veut l'envoyer à la campagne pour éviter les dangers de la guerre. Donc elle a déjà réservé, loué tout un cottage dans un tout petit village anglais et a prévu d'envoyer sa mère là-bas. Donc elle ne veut absolument pas y aller, elle a un très mauvais souvenir de la campagne où les gens prennent pas de bain parce que c'est tellement difficile à pomper l'eau que les gens préfèrent ne pas se laver. Enfin, elle a vraiment une image très archaïque de la campagne, donc pour elle c'est hors de question. Et puis elle se dit que finalement, elle aurait pu sa fille sur le dos, et que ça lui fera du bien de changer un peu d'air, puisque c'est vrai que l'ambiance de la guerre, c'est pas très sympa. Donc elle arrive dans ce village qui s'appelle Papton-on-Surrey. Si vous avez déjà lu les Agatha Raisins, on est exactement dans le même schéma, donc un petit village de campagne anglaise où il y a un cottage qui est loué que pour elle, il y a un révérend, il y a celle qui s'occupe des commérages tout le temps, il y a une auberge où tout le monde se retrouve le soir pour boire un coup, c'est exactement le même décor, donc ça m'a fait énormément écho. Elle a quelqu'un qui vient lui faire à manger, faire le ménage tous les jours, donc il lui rapporte les ragots un peu du village. Et donc en fait on va la suivre dans cette aventure-là, c'est complètement loufoque, complètement barré. Vraiment quand vous lisez ce livre, vous dites quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Mais en fait du coup c'est drôle parce que ça n'a pas de sens. Et vraiment j'ai passé un bon moment, en fait c'est un peu comme les téléfilms ou les films d'humour anglais où quand c'est la guerre mais léger quoi. Enfin vraiment on sent pas du tout, c'est pas vraiment un film sur la Deuxième Guerre mondiale où les gens sont épuisés par cette bataille. Non vraiment là c'est un peu n'importe quoi. Mais du coup c'était une bonne lecture, j'ai vraiment aimé. Donc là on est sur une toute petite maison d'édition qui s'appelle Édition Hero Limite. Du coup je suis contente d'avoir lu ce livre. Je suis même pas sûre dans combien de librairies en fait on trouve cette maison d'édition là, donc c'était très intéressant. Pour ceux qui aiment finir leur lecture à la fin des chapitres. C'est très problématique dans cette édition là puisqu'en fait les chapitres sont au milieu des pages. Donc juste si vous avez ce petit toc là, ça va être compliqué dans ce livre là. Mais sinon c'est un livre qui se dévore et sur lequel on rigole et j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture. Donc voilà pour mes lectures d'avril. En réalité j'ai lu d'autres livres mais ceux-là je vous les réserve pour une autre petite vidéo. Sinon je voulais vous dire vraiment merci pour tous vos messages pour la première vidéo, ça m'a fait énormément plaisir. C'est vrai que c'était quelque chose d'un peu stressant, je sais pas du tout à quoi m'attendre par rapport à vos réactions, donc merci beaucoup pour ça. Je vous retrouve dans d'autres vidéos, il y aura effectivement l'update de mai et j'espère d'autres vidéos sur d'autres livres que j'aurai sélectionnés. En attendant, si vous voulez connaître les actions de vos librairies qui sont proches de chez vous, je vous conseille d'aller sur le site je soutiens ma librairie.com et vous avez une carte et vous pouvez cliquer sur votre ville et voir en fait si vous avez des librairies qui font des actions pendant ce confinement. Et si jamais vous savez qu'une librairie fait des actions et qui n'est pas sur ce site-là, vous pouvez les référencer également. Donc c'est plutôt intéressant. Sinon, en attendant, ben, restez confinés, lisez, prenez soin de vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!